Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 22 mars 2025. La semaine aura donc été placée, vous l'avez vu, sous le signe des banques centrales. Encore une fois, la Fed a parlé mercredi, on en a assez causé dans les vidéos de cette semaine pour ne rien dire. Et c'était clairement, comme d'habitude, la banque centrale la plus attendue, la plus écoutée. Entre inflation, baisse des taux hypothétiques, peut-être un jour et conflit entre Trump et Powell, on a été servi en termes d'incertitude. Servi, mais pas complètement guéri contre l'incertitude, on l'a vu très clairement. Pas guéri parce que même après les discours de Powell et de Trump, on n'en sait pas plus, on ne sait pas comment on doit résumer la chose. On dira que même après cette semaine, la seule chose que l'on sait, c'est qu'il est possible que la Fed baisse les taux 2 fois en 2025, mais qu'il est aussi possible qu'elle ne baisse pas les taux du tout, ou alors une seule fois peut-être. Cependant, il est aussi possible que la Fed baisse les taux plus que 2 fois, tout en étant parfaitement conscient que la Fed pourrait aussi monter les taux en cas de catastrophe inflationniste. En gros, tout est possible et au stade où nous en sommes, il y a plus de probabilité que nous sachions la date exacte à laquelle les extraterrestres vont envahir la planète, plutôt qu'on y voit vraiment clair au niveau de la Fed, des taux et des tribulations de Trump et de ses droits de douane inflationnistes. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, cette fois on l'a complètement intégré, les tarifs douaniers c'est inflationniste et puis c'est tout. On avait encore un tout petit doute, mais là clairement c'est définitivement terminé. Donc on est bien d'accord, cette semaine, la réunion de la Fed n'aura servi à rien, si ce n'est de brasser de l'air, dépenser encore et inutilement de l'encre et détruire plusieurs forêts entières de l'Oregon pour pouvoir imprimer les communiqués de presse qui sont liés à cette même réunion inutile. Et lorsque l'on sait que la Fed n'aura servi à rien, on peut se douter que la BNS et la Banque d'Angleterre et celle du Japon n'ont pas servi à grand chose. La BNS a abaissé son taux directeur de 0,50% à 0,25%, une décision qui était largement anticipée par les observateurs. Certains économistes soulignent déjà qu'à court terme, les risques pesant sur la croissance et l'inflation restent orientés à la baisse, notamment et surtout en raison des tensions qui persistent et des menaces de droits de douane, bien sûr. D'autres estiment aussi que cet assouplissement reflète également une incertitude géopolitique et commerciale susceptible de renforcer la pression à la hausse sur la devise nationale, ceci expliquant donc cela. Et puis, la Banque d'Angleterre a de son côté maintenu son taux à 4,5%. Ils privilégient, eux, la lutte contre l'inflation, malgré une croissance économique qui est au point mort. Dans le communiqué qui accompagnait cette décision, on a souligné que l'environnement économique actuel restait marqué par une forte incertitude. Oui, encore elle. Et puis, on notera aussi que du côté de l'inflation en Europe, elle a baissé plus que prévu en février dans la zone euro à 2,3% sur un an, après 4 mois consécutifs de hausse, grâce à un chiffre revu à la baisse en Allemagne, selon une deuxième estimation publiée la semaine dernière. Et puis en Allemagne toujours, le Bundesrat a donc donné vendredi son aval au plan géant d'investissement du futur chancelier Merz, qui vise à réarmer et moderniser le pays, levant le tout dernier obstacle à cette adoption définitive. Ce qui est bien, c'est que dorénavant, on va pouvoir investir dans l'armement tout en gardant bonne conscience, parce que si on écoute soigneusement les politiciens, c'est presque éco-responsable, la guerre. Et puis, alors ce qui est surtout phénoménal, c'est que dorénavant, tout le secteur de la guerre et de l'armement est devenu écologique et responsable. Il y a quelques années en arrière, certaines banques vous interdisaient carrément d'aller acheter le kit pour vos clients parce que c'était mal. Puis alors aujourd'hui, on vous pousse à utiliser votre épargne pour aller investir dans l'armement européen, pour aller investir dans des boîtes qui sont en hausse de 100 à 200% sur 12 mois et qui sont en surcapacité de production. Mais il faut le faire parce que c'est l'axe du bien, c'est écologique et responsable pour la planète. Je me demande parfois comment on peut encore lire des trucs pareils sans rigoler. En Suisse, le secteur hôtelier a accusé en février une contraction de 3,1% du nombre de nuitées sur base annuelle. La faute à des hôtes autochtones en retrait, moins 6,5%. Quand les réservations en provenance de l'étranger, elles, ont enflé, augmenté légèrement de 1,2% selon les derniers chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique. En Suisse toujours, les experts du secrétariat d'État à l'économie, le SECO, ont abaissé leurs prévisions de croissance pour l'économie helvétique pour cette année et la suivante sur fond d'incertitude au niveau mondial. La croissance devrait ainsi être inférieure à la moyenne historique pour au moins 2 ans supplémentaires. En Suisse encore, tant les
les exportations que les importations ont nettement rebondi en février quand même, après la chute du mois précédent. Comme d'habitude, elles ont été largement soutenues par le secteur de la chimie, de la pharma. La balance commerciale a bouclé sur un excédent de 4,3 milliards de francs suisses contre 4 milliards auparavant. Si l'on se concentre sur les performances de la semaine, vous avez donc l'Espagne qui s'en sort avec 2,6% de hausse, le pétrole qui remonte un petit peu avec 2% de hausse, le Nikkei qui finit en hausse de 1,68%, la Suisse qui est relativement bien soutenue, on cherche toujours ses valeurs défensives, puisque le SMI termine la semaine en hausse de 1,11%, ce qui est quand même pas mal si on se compare aux autres gros indices européens comme le CAC 40 qui ne monte que de 0,18%, quant à l'Allemagne, elle baisse de 0,4% sur la semaine. Aux États-Unis, c'est pas forcément mieux puisque le S&P 500 finit péniblement à l'équilibre et puis le Nasdaq termine en baisse de 0,57% alors que le semi-conducteur index est encore une fois en baisse de 0,97% sur la semaine. Et puis on a vu aussi pas mal de dégagement dans le secteur technologique chinois, ce qui reflète la mauvaise performance du Hang Seng et des indices chinois à Shanghai. Donc voilà, petite pression généralisée sur le marché. Je crois que le Nasdaq a enquillé sa 5e semaine consécutive de baisse. Et les graphiques sont pas géniaux. Et on va les regarder dans 2 minutes. Bref, c'est un tout petit peu tendu pour l'instant quand même. Le marché nage, comme on dit à l'heure actuelle, dans l'incertitude. Du côté de la Suisse, sur une semaine, vous voyez qu'il n'y a pas de grosses performances. On notera quand même Lonza qui prend 3,46%. Alors que Geberit et Sika sont en baisse de 3,32 et 3,42 respectivement. UBS, après avoir, on en parlera tout à l'heure, mais après avoir eu des bonnes et des mauvaises nouvelles, termine à l'équilibre. Richemont est en baisse de 3% pour ces histoires de luxe toujours, puisqu'on n'est pas toujours très au clair sur ce qui va venir du côté de la Chine, et ça laisse toujours pas mal de doutes. Zurich Assurance qui prend 1,4%, tout comme Swiss Life et Swiss Re qui sont tous en hausse. Roche prend encore 1,11% et sur la semaine, Nestlé 2,8% sur la semaine et Novartis 2,99%. Donc comme je vous l'ai dit 250 fois dans ce Swiss Bliss, quand vous avez ces trois-là qui sont en hausse, c'est très difficile de voir baisser le SMI. Et d'ailleurs le SMI, il a relativement bien tenu par rapport à ses pairs ces derniers jours parce qu'on cherche bien sûr un certain refuge au milieu de cette, comment on dit déjà, incertitude. Alors le graphique du SMI, vous l'avez directement sous les yeux. Vous voyez qu'on a relativement bien tenu malgré tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Après les événements récents sur les marchés boursiers, vous voyez qu'on a fait un excès tout en bas, mais on est revenu quasiment tout en haut. On est très proche des plus hauts historiques. Le SMI, dans la configuration dans laquelle il est aujourd'hui, il est revenu au-dessus de cette ancienne résistance qu'on a, qui date depuis bien longtemps, l'ancien top. Donc on est revenu se positionner en dessus des tops. Et le graphique, là, pour l'instant, il n'y a pas de configuration technique spécifique, mais j'ai un peu le sentiment que ça fait partie de ces graphiques où on se dit, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que le SMI va encore aller un bon bout plus haut ces prochains temps. Il est plutôt bien disposé. C'est un secteur qui aime l'incertitude, c'est un indice qui aime l'incertitude. Donc forcément, on est dans une configuration parfaite, un environnement parfait pour le marché suisse. Du côté des États-Unis, alors le S&P 500, vous voyez que ça a été difficile, c'est difficile pour l'instant. On est dans une zone critique. Vous voyez qu'on a donc fait notre correction massive. On n'est plus en zone de correction puisqu'on a réussi à tenir le choc pour l'instant, mais on est dans une situation quand même délicate. On voit que depuis quelques jours, on essaye de rebondir, mais on n'arrive toujours pas à repasser au-dessus de cette fameuse moyenne des 200 jours, la ligne verte que vous avez ici. Ça, ce sera la prochaine étape si on veut avoir un peu de nouveau de sourire sur nos visages. Sinon, le risque maximal, ce serait de venir retester ce bas et de le casser. Et si ça devait se produire, là, franchement, ce serait pas très beau. Mais pour être franc, globalement, et on en reparlera au fur et à mesure de cette vidéo, j'ai un peu l'impression qu'on est plutôt dans une situation où on pourrait avoir quelque chose d'un petit peu mieux ces prochains jours, on l'espère, mais évidemment on a toujours cette épée de Damoclès liée aux tarifs douaniers. Le Nasdaq, vous voyez, c'est toujours très dur, là aussi, la tech, c'est pas la joie, on tient, mais on n'arrive pas à faire autre chose que tenir pour l'instant sur le Nasdaq. Là aussi, situation compliquée. Si on n'arrive pas à rebondir rapidement au-dessus de la moyenne mobile,
des 200 jours, la ligne verte de nouveau, ça va être compliqué. De nouveau, là, les gros supports, c'est surtout pas aller casser les 19 000 à la baisse, sinon ça sera la porte ouverte pour aller chercher beaucoup plus bas sur le Nasdaq. Donc on est un peu dans cette zone pivot et où on peut se poser réellement la question et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous avons le SOX. Alors, avant de partir en vacances, je vous avais dit, attention, les bas ici seront des points importants. Donc, on est allé chercher exactement plus ou moins les bas de l'époque, du mois d'août l'année dernière, et on a rebondi là-dessus. Maintenant, pour l'instant, il va falloir confirmer, parce que ça, c'est pas vraiment une confirmation. Alors là, on parle même plus de moyenne mobile, tellement on est loin des moyennes mobiles sur le semi-conducteur index. Donc je pense que là, ce sera quelque chose à surveiller attentivement parce qu'il y a deux choses qui me gênent. D'abord parce qu'on a vraiment de la peine à rebondir. Deuxièmement, on est déjà dans des zones où on est un peu trop élevé au niveau de ces signaux, on va dire, de survente, de surachat, pardon. Et donc, si tout d'un coup, il y a tout qui s'aligne, on pourrait avoir une baisse du SOX. Et le SOX, et oui, je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit, ça reste quand même un des indicateurs avancés du marché. Si lui n'arrive pas à démarrer, ça va être compliqué d'aller chercher beaucoup plus haut sur les marchés en général. Le DAX qui se réarme, pour l'instant, c'est difficile sur le DAX. Alors bon, c'est difficile, on n'est pas très loin des plus hauts de tous les temps, mais vous voyez qu'on est en train de consolider un peu entre les 22 000, 22 000 et des poussières jusqu'à un milieu 23 000. Et tant qu'on n'arrive pas à sortir de ce canal latéral, on n'aura pas notre prochaine direction. Là, vous voyez aussi qu'il y a beaucoup d'hésitation de ce côté-là. Le DAX, il y a eu des grosses nouvelles, on l'a dit, mais comme je vous l'ai dit aussi en ouverture de cette vidéo, c'est bien joli de débloquer des milliards et des milliards pour investir dans l'armement, mais vous avez des boîtes qui ne sont pas forcément disponibles pour accueillir ces milliards, donc il va falloir aussi justifier les performances des sociétés qui sont beaucoup montées ces derniers temps, donc les gens s'interrogent quand même un tout petit peu. Le CAC 40, pareil, zone d'attente, je crois que ça résume assez bien. Pour l'instant, on est dans des zones d'attente sur les indices européens, on est beaucoup monté ces derniers temps, on a surperformé les marchés américains et aujourd'hui on trouve difficilement les raisons pour aller chercher beaucoup plus haut. Les poids lourds des indices, typiquement en France dans le luxe, eh bien, ont toujours de la peine à tirer la France à la hausse pour l'instant, donc on est aussi dans cette zone d'hésitation qui se situe entre 8230 en haut et 7950. Allez, on va dire 7900 en bas. Tant qu'on reste là-dedans, on peut essayer de jouer le range, mais on a de la peine à trouver une direction sur le CAC 40. Le pétrole est toujours en dessous de cette ligne et de cette tendance haussière dans laquelle il était. Souvenez-vous de ce triangle que je vous ai montré depuis pas mal de temps. Alors, ce triangle, on est sorti une fois et on l'a réintégré, on le voit ici. Là, on est sorti une deuxième fois et on est en train d'essayer de réintégrer de nouveau. Donc la question, c'est est-ce qu'on arrive à revenir là-dedans pour aller chercher les 72, 73 sur le baril, ou est-ce qu'on ne va pas y arriver et qu'on va buter la compte pour aller chercher plus bas? La thématique aujourd'hui du pétrole, elle est la même, les craintes sont les mêmes, il y a toujours beaucoup trop de production, les stocks sont pleins, les Russes, s'ils trouvent une solution de paix, ils vont pouvoir exporter de nouveau du pétrole, et Trump veut toujours avoir un pétrole bon marché, donc pour l'instant, c'est difficile de trouver les catalystes pour aller voir le baril rebondir, même si les bombardements ont visiblement repris à Gaza. C'est pas ça forcément qui va déclencher un rallye haussier sur le pétrole. Néanmoins, à surveiller attentivement sur le baril cette tendance et cette résistance qu'on a, enfin plutôt cet ancien support qui est devenu maintenant une résistance. Si on casse les 69 à la hausse sur le baril, il y aura peut-être 3-4 $ à jouer pour essayer d'aller chercher le haut de ce triangle, le triangle latéral qu'on a aujourd'hui sur le pétrole. On en arrive au sujet des vedettes de la semaine et on commence tout de suite avec l'UBS puisque le directeur de la banque, M. Ermotti, a touché l'an dernier une rémunération de 4,93 millions de francs suisses. Revenu en avril 2023 à la tête de la banque pour superviser l'intégration du Crédit Suisse. Monsieur Ermotti avait déjà perçu 14,4 millions pour 9 mois en 2023. La publication du rapport annuel coïncide à quelques jours près avec la date d'anniversaire des 2 ans du rachat forcé du Crédit Suisse qui ont eu lieu le 19 mars 2023. Happy birthday! Et toujours à propos de l'UBS, le directeur du régulateur financier, la grande FINMA,
Monsieur Stéphane Walter a indiqué à l'agence Bloomberg que les resserrements des exigences des fonds propres pour la banque aux trois clés, donc l'UBS, pourraient être réalisés sur plusieurs années. Aucun compromis ne doit cependant être fait sur le cœur des exigences, soit une couverture complète des fonds propres des filiales étrangères du numéro 1 bancaire helvétique. Heureusement qu'on a la FINMA. Quand vous regardez le graphique de l'UBS, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure dans les performances, on a eu le rapport qui a été publié a généré un peu d'engouement sur le titre, mais finalement, à la fin, on ne fait pas grand-chose. Donc là, on est vraiment là aussi au milieu de nulle part. La moyenne mobile des 200 jours, c'est notre point d'achoppement. Si on revient sur les 27,85, c'est un point d'achat sur l'UBS parce que vous voyez que c'est difficile de l'emmener très très longtemps en dessous de cette moyenne mobile. Le laboratoire Idorsia a obtenu une autorisation de la part de la FDA qui a levé une exigence qu'on appelle REMS, considérant que le bénéfice avéré du traitement de l'hypertension qui s'appelle le Trivio l'emportait nettement sur le risque de toxicité pour l'embryon et le fœtus. Donc en gros, ça veut dire que vous pouvez prendre le médicament, et ça risque de vous apporter plus de bénéfices à vous, il y a plus de risques sur l'embryon et le fœtus, mais l'un dans l'autre, ça a été considéré comme une bonne nouvelle du côté de la FDA et pour Idorsia, bien sûr. Néanmoins, quand on regarde le graphique, c'est pas forcément ça. Vous voyez instantanément, la performance, elle n'est pas extraordinaire. On a eu la bonne nouvelle qui a fait monter un petit peu le titre, et puis derrière, ça n'a fait que baisser. Maintenant, ça reste une action qui vaut 1 balle. Donc, difficile d'en tirer des grandes conclusions et donner des grosses opinions sur ce qui se passe aujourd'hui sur Idorsia. On a un peu l'impression que, quelque part, on aura trouvé un peu un bottom. Et peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à jouer sur cette range-là, on va dire entre 1 et 1,50 pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'il faut s'exciter beaucoup plus sur le sujet. Swiss Re a annoncé la conclusion d'un accord pour la cession de sa participation de 10% dans l'assureur Definity Financial. C'est un Canadien pour un montant de 655 millions de dollars Cannes, ce qui représente 400 millions de francs suisses. L'opération a été réalisée dans le contexte de révision et rééquilibrage du portefeuille d'investissement de Swiss Re, ce qui a été énoncé la semaine dernière. Ça n'a pas eu un gros impact sur le titre, mais il fallait quand même le citer. Ça n'a pas eu un gros impact sur le graphique, et ce qu'on peut retenir surtout sur le graphique de Swiss Re, c'est que la tendance est toujours parfaitement établie, et que tant qu'on ne sort pas de cette tendance haussière, il n'y a pas de raison de se poser de questions sur Swiss Re. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Chez Partners Group, on renforce le portefeuille d'activité dans l'énergie. Les Ougois, spécialistes du placement privé, ont acquis pour le compte de clients 11 centrales électriques à gaz en Californie. Le vendeur, c'est Avenue Capital Group, ainsi que leur exploitant, et puis la société Middle River Power. La transaction valorise l'ensemble à 2,2 milliards de dollars, soit 1,93 milliard de francs suisses. Là aussi, on est dans une tendance haussière chez Partners Group. C'est un petit peu moins frappant que sur Swiss Re, mais vous voyez que l'un dans l'autre, on est quand même relativement bien positionné là-dessus. Tant qu'on ne casse pas les 1280 à la baisse, on peut dire qu'on est dans une tendance haussière. Donc il y a peut-être un chemin à suivre gentiment sur Partners Group, surtout si les marchés commencent à se reprendre et qu'on revient vers une stabilité économique. On n'en est pas encore là, parce que là, je rappelle quand même, c'est la journée de l'incertitude. Mais en tous les cas, PGHN, Partners Group, se retrouve relativement bien positionné d'un point de vue technique, et puis assez bien vu aussi de la part des analystes. Le recul des ventes en Chine a mis Swatch à mal, mais par contre, ils ont l'intention de remonter la pente, surtout grâce à ce qu'ils appellent le milieu et entrée de gamme. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Nick Hayek. Une forte croissance des ventes aux États-Unis lui a fait prévoir une reprise déjà cette année, et ce que d'éventuels droits de douane ne pourront jamais contrer. C'est en tout cas ce que disait Nick Hayek cette semaine. Et puis en milieu de semaine, on a aussi appris que les valeurs du luxe ont souffert dans le sillage de la forte baisse de 8,2% à 1,98 milliard de francs suisses des exportations horlogères en février. Donc ce qu'il faut retenir sur Swatch, c'est qu'effectivement, Hayek a l'air très très confiant pour la suite, mais ils font quand même face à une baisse d'exportation, ils font quand même face au risque de taxes douanières, même si Hayek dit que ça va bien se passer, et puis en plus de ça, vous avez toujours ce ralentissement chinois qui pèse au-dessus de nos têtes
au niveau de chez Swatch. Si on regarde le graphique de la dite compagnie, le graphique de Swatch, eh bien vous voyez qu'on a toujours cette zone de support autour des 150 francs. Là, dans l'immédiat, si je devais faire quoi que ce soit, j'essaierais d'acheter dans la zone des 150 pour jouer effectivement le fait qu'on est en train de construire un bottom multi-annuel, si j'en crois ce que disait Nick Hayek, en espérant que potentiellement on arrive finalement à avoir un renversement de tendance pour voir Swatch remonter. Mais si on vient casser les 150 à la baisse, alors là, franchement, courage, fuyons. Chez Stadler Rail, les résultats annuels eh bien, ont confirmé le lourd impact sur ces résultats des intempéries qui se sont abattus l'an dernier sur plusieurs sites de production, ou bien sur plusieurs sites de leurs sous-traitants. La rentabilité a pris le chemin de la cave et les actionnaires seront donc appelés à se contenter d'un dividende de 20 centimes par action contre 90 centimes lors de l'exercice précédent, donc c'est pas extraordinaire pour les actionnaires. Du côté du graphique, vous voyez que l'annonce n'a pas changé grand-chose. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, en tout cas à très court terme, même si perso j'irai jamais mettre 10 balles là-dedans parce que je ne le connais pas assez bien le titre, on a vraiment l'impression qu'on est en train de construire quelque chose en tous les cas. Donc plutôt dans ce range haussier, acheteur sur le niveau des 21 francs pour essayer de jouer un retour en direction des 24 et peut-être quelque chose ensuite, mais pour l'instant on a l'impression que le pire est un peu derrière nous et qu'on est en train d'essayer de reconstruire quelque chose, mais ça risque de prendre encore un petit peu de temps chez Stadler Rail. Chez Swissquote, le courtier en ligne, Swissquote a donc confirmé sa bonne performance pour l'exercice 2024. Le bénéfice net a progressé de 35,2% à 294,2 millions. Et le conseil d'administration pourra proposer aux actionnaires un dividende qui va passer de 1,70 à 6 francs suisses par action. C'est quand même pas trop mal si on peut s'exprimer ainsi. Pour l'instant, suite aux récents résultats, il y a eu quelques prises de bénéfices, on va dire ça comme ça. La crise récente et les tensions du dernier moment ont fait baisser un peu le titre, mais on revient consolider sur la moyenne mobile qui est pour l'instant la moyenne mobile des 100 jours. On est encore bien loin de la moyenne mobile des 200 jours. On est dans une configuration toujours plus ou moins haussière. Tant qu'on reste dans cette zone-là, on peut dire que les choses devraient continuer à relativement bien se passer d'un point de vue technique sur Swissquote. En vrac maintenant, on retiendra que la Banque cantonale de Genève a contracté un emprunt libellé en euros. C'est la première fois de son histoire qu'elle fait un truc pareil. Volume de 500 millions d'euros qui offre un coupon de 3,41% avec une échéance au 27 mars 2030. Le courtier lausannois Compagnie Financière de Tradition a affiché des résultats en hausse pour 2024. Ils ont été dévoilés en février. Le chiffre d'affaires a bien progressé de 7% à 1,05 milliard de francs suisses. Dans un contexte généralement volatile, la direction va se concentrer sur sa croissance organique. Le laboratoire Galderma proposera l'élection de Roberto de Oliveira Marquez au poste d'administrateur à la prochaine assemblée qui aura lieu le 23 avril. Et les autres membres sortants, dont le président Thomas Ebeling, sont tous candidats à un nouveau mandat d'une année. Chez Software One, lors de l'assemblée du 16 mai prochain, on verra la candidature de Till Spillman comme président indépendant au conseil d'administration de l'entreprise qui est donc dorénavant fusionnée avec le norvégien Crayon à la place d'un des cofondateurs qui s'appelle Daniel von Stockar. Chez Sunrise, on va améliorer la qualité sur le réseau de téléphonie mobile 5G en le dissociant de la 4G, ce qui permettra d'accélérer le temps de réponse du portable et d'économiser sa batterie et de rester plus longtemps sur TikTok. La couverture du réseau a également été améliorée. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Sunrise cette semaine. Voilà, en gros, ce que l'on pouvait dire au sujet de cette semaine qui vient de se terminer. On n'a pas besoin d'avoir fait de hautes études pour se souvenir que les banques centrales et les tarifs douaniers ont été encore une fois le centre du monde. Encore une fois, on a attendu le quadruple witching comme le Messi et encore une fois, il ne s'est pas passé grand-chose. Il me semble que je vous l'avais dit. La volatilité est revenue sous les 20%. Le greed and fear est remonté un peu au-dessus des 20%. Enfin, des 20, c'est pas des pourcents, c'est 20. On va dire qu'on a un peu moins peur et que sur un malentendu, on pourrait envisager un rebond et ça, même si la situation reste quand même critique et bourrée de incertitude. Prudence donc, comme d'habitude, et on va se concentrer sur les mêmes choses encore et encore. Et puis ensuite, on va aussi ajouter un petit détour par la confiance du consommateur cette semaine, chose qui peut faire basculer pas mal de choses, tout comme le PIB américain. Et on terminera la semaine avec le fameux PCE de la Fed,
qui pourrait nous donner l'impression que l'inflation est définitivement vaincue et lever une incertitude. Non, plus j'y pense, plus je me dis que si Trump ne nous plante pas un couteau dans le dos avec des tarifs douaniers de 400% sur les importations chinoises et une interdiction totale de faire du commerce avec l'Europe, on pourrait finalement peut-être avoir une bonne semaine, sachant qu'une partie du pire est un peu derrière nous. On a le droit de rêver, hein. Après tout, je suis revenu de vacances et les choses peuvent donc à nouveau changer. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. J'en profite pour vous signaler que le nombre d'abonnés est en train d'exploser à une vitesse incroyable. Enfin, bien sûr, à toute proportion gardée par rapport à la taille de la chaîne. Et si on continue comme ça, d'ici la fin du mois d'avril, eh bien, on aura franchi la barrière des 50 000 followers sur la chaîne Suisse Côte en français. Donc, autrement, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter et la partager si le besoin s'en fait sentir. Et d'ici là, excellent week-end à tous. Et moi, je vous retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live comme d'habitude. Soyez forts, très bon dimanche et à lundi. Bye bye.